Bonjour et bienvenue à cette présentation qui porte sur les évaluations neutres qui sont réalisées au sein du gouvernement fédéral du Canada. Je m'appelle Isabelle Bourgeois, je suis professeure à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa et j'ai réalisé cette étude avec ma collègue Stéphanie Maltais qui détient un doctorat en relations internationales de l'Université d'Ottawa et avec qui je travaille sur plusieurs projets. Notre étude porte sur les évaluations neutres, ou Neutral Assessments en anglais, qui sont menées dans les ministères et organismes fédéraux depuis 2009. Ces évaluations ne sont pas des évaluations de programme. Il s'agit plutôt d'évaluations qui cherchent à évaluer la fonction d'évaluation des ministères et des agences. Le but de ces évaluations neutres est d'informer les cadres supérieurs de la conformité de leur organisme à la politique sur l'évaluation ou sur les résultats, le cas échéant, et de fournir des suggestions d'amélioration afin que les fonctions d'évaluation soient plus performantes. Il n'y a pas de guide spécifique par rapport à la démarche qui peut être mise en œuvre pour réaliser ces évaluations, mais le secrétariat du Conseil du Trésor a préparé des orientations générales qui sont utiles. Alors, notre étude visait à examiner les rapports d'évaluation neutres qui ont été réalisés au nom des fonctions d'évaluation fédérales canadiennes. Nous avions deux objectifs. D'une part, nous souhaitions déterminer comment les évaluations neutres ont été conçues et menées jusqu'à présent, et d'autre part, nous souhaitions identifier les principales tendances ou les résultats de ces évaluations au niveau des opérations, des pratiques et de l'utilisation de l'évaluation dans les organismes du gouvernement fédéral. Afin de réaliser notre étude, nous avons utilisé un cadre analytique qui est divisé en deux parties. La première partie porte sur les approches d'évaluation neutre, comment elles ont été réalisées. La deuxième partie porte sur les principaux résultats de ces évaluations neutres-là. Nous aborderons chacun des éléments dans les diapos qui suivent. En guise de méthodologie, nous avons employé une analyse documentaire qualitative de 41 rapports d'évaluation neutre qui nous ont été fournis par 28 organisations différentes. Nous avons employé l'approche d'analyse des données de Creswell et nous l'avons menée avec QDA Miner. Vous avez les 5 étapes de cette approche à l'écran. Au niveau de l'approche employée par les évaluations neutres, nous avons commencé par regarder la durée ou le calendrier de ces évaluations neutres-là. En général ou en moyenne, la période évaluée porte sur 3 à 6 ans d'activité. Cela correspond en fait aux exigences de la politique sur l'évaluation et ou la politique sur les résultats qui indiquait que les évaluations neutres devaient porter sur environ 5 ans d'activité. La durée moyenne d'une évaluation neutre est de 3 à 4 mois. Dans certains cas, elle pouvait être un peu plus courte ou un peu plus longue, mais en général, c'était à peu près 3 à 4 mois. Qui réalise les évaluations neutres? Dans 2 cas, nous avons trouvé qu'il y avait des équipes internes qui ont été accompagnées de réviseurs externes d'un autre ministère ou d'une autre agence et qui ont réalisé leur propre évaluation neutre. Dans un seul cas, nous avons trouvé qu'il y avait une équipe universitaire qui avait réalisé l'évaluation neutre. Et dans les autres cas, il s'agissait de consultants qui avaient été embauchés pour réaliser l'évaluation neutre. Dans 12 de ces cas-là, il s'agissait de vérificateurs ou vérificatrices externes et dans 21 cas, il s'agissait d'évaluateurs ou évaluatrices externes. La majorité des rapports d'évaluation neutre indiquent comment les évaluations ont été réalisées, c'est-à-dire quelles ont été les méthodes employées et les sources de données. Dans presque tous les cas, les évaluations neutres ont employé un examen des documents et des entretiens avec des informateurs ou informatrices clés. Plusieurs ont aussi ajouté à ces deux méthodes-là des sondages auprès des clients, donc des gestionnaires de programmes, des groupes de discussion avec le personnel d'évaluation, une analyse secondaire des données qui ont déjà été recueillies par la fonction évaluative ou des études de cas sur des projets d'évaluation. Dans quelques cas, on parle aussi de consultations informelles ou de comparaisons interministérielles. Au niveau des sources de données, surtout pour les 2 premières méthodes, on utilise beaucoup de documents internes et vous avez une liste à l'écran de ces documents-là.
et ou des individus qui se prêtent aux entretiens et qui travaillent surtout au sein même de l'organisation. Les questions qui sont posées ou qui encadrent ou orientent les évaluations neutres correspondent à la liste que vous avez à l'écran. Presque tous les organismes abordent la question de la conformité aux attentes du Conseil du Trésor, puisque c'est un peu l'objectif principal des évaluations neutres. On pose aussi des questions qui portent sur la gouvernance et la gestion de la fonction de l'évaluation, la qualité et la rapidité à produire les évaluations nécessaires, la capacité interne à mener et à utiliser les évaluations. On parle aussi, dans un moindre pourcentage de documents, de l'utilisation des évaluations, de la coordination et de l'alignement des fonctions de gestion de projets, d'évaluation et de mesure du rendement. On parle aussi de crédibilité et neutralité et de la valeur ajoutée à l'organisation là, en termes généraux. La plupart des évaluations neutres font l'objet d'un rapport écrit qui a été fourni aux organismes soit en fichier Word ou en document PDF. Dans 5 cas, on a aussi constaté que ces documents-là ont été soumis en tant que fichier de présentation. Donc, dans certains cas, c'était un document assez détaillé, mais qui était tout de même présenté sur des diapositives. Et dans d'autres cas, c'était des documents très succincts qui étaient présentés comme présentation générale. Alors, maintenant qu'on sait comment les évaluations neutres ont été réalisées, on peut commencer à discuter un peu de leurs résultats. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat des évaluations neutres? En premier lieu, on a regardé la conformité, parce que justement, 38 des 41 rapports en parlent. En général, les rapports sont assez positifs. La plupart d'entre eux utilisent le terme de conformité générale, ce qui est un peu vague, mais qui réfère à un niveau assez élevé de conformité avec les différents aspects de la politique sur l'évaluation ou de la politique sur les résultats. Plusieurs rapports fournissent une description générale de la conformité, mais aussi vont fournir des informations sur les progrès réalisés vers la conformité jusqu'à présent et vont souligner aussi les améliorations qui restent à apporter à la fonction. Les rapports d'évaluation neutre indiquent aussi quelle est la capacité de l'équipe d'évaluateurs. Et ça, ils le font par plusieurs moyens. Ils vont discuter premièrement de la dotation en personnel. Donc, est-ce qu'il y a un équilibre entre les postes d'évaluateurs juniors, les postes d'évaluateurs seniors? Est-ce qu'on voit un fort taux de roulement du personnel ou est-ce qu'il y a une bonne stabilité au sein de l'équipe, etc. Pour cet élément-là, les rapports d'évaluation neutre varient beaucoup. Donc, il y a certaines fonctions d'évaluation qui sont très stables et très bien organisées. Et il y en a d'autres qui sont peut-être plus petites, où il y a un peu moins de stabilité, où il y a peut-être plus de difficultés à retenir le personnel. Au niveau des compétences techniques des évaluateurs, les rapports sont généralement positifs. Mais ce qui est intéressant ici, ce qu'on a constaté, c'est qu'en général, cette déclaration-là de compétences provient des gestionnaires de l'organisation, donc des cadres supérieurs. C'est leur perception, en fait, qu'on rapporte dans les rapports d'évaluation sans nécessairement aller plus loin, avec une évaluation un peu plus approfondie des compétences des évaluateurs. Même chose pour les compétences en communication, les compétences interpersonnelles. En général, les rapports identifient que les compétences sont très solides de ce côté-là, que les évaluateurs sont des professionnels qui agissent de façon éthique et délibérée dans leur comportement. Au niveau du développement professionnel, on n'en parle pas beaucoup dans les rapports. Il y a une certaine reconnaissance dans certains rapports de l'importance de l'apprentissage continu et du développement du personnel en évaluation, surtout quand on parle du taux de roulement. Mais on ne l'aborde pas de façon très détaillée dans ces rapports-là. Et finalement, on parle aussi du leadership. Et ici aussi, les rapports sont généralement positifs. On parle surtout de la responsable de l'évaluation, du chef de l'évaluation, et de la création d'une culture d'évaluation au sein de l'organisation. Et ici, on va souvent associer la conformité à la politique aux compétences
du chef ou de la chef d'évaluation. Les questions de capacité dans les rapports d'évaluation neutre sont aussi abordées en parlant des ressources qui sont disponibles pour réaliser les évaluations. Donc, en premier lieu, on parle de budget. Et ici, en général, les rapports vont indiquer que les fonctions d'évaluation ont des ressources adéquates. Encore une fois, ces informations-là proviennent surtout d'entretiens semi-dirigés auprès de membres de la haute gestion de l'organisation qui vont déclarer dans bien des cas que oui, les évaluateurs ont les ressources dont ils ont besoin pour faire leur travail. On parle aussi beaucoup de l'intégration de la mesure du rendement, qui est un défi là, qui existe depuis plusieurs années déjà au sein de la fonction. Et ici aussi, les rapports ne sont pas tout à fait positifs. On dit que généralement, là, il continue à y avoir des problèmes, des défis par rapport à la qualité des mesures du rendement, par rapport à leur disponibilité pour soutenir les évaluations qui sont réalisées. Et en termes d'infrastructure, on indique dans la majorité des rapports qu'il existe une bonne capacité en termes d'outils, de procédures et de mécanismes de gouvernance qui soutiennent l'évaluation dans l'organisation. Donc ça, en général, on pense que cette infrastructure-là existe et elle répond aux besoins. Les rapports d'évaluation neutre se penchent aussi sur le plan quinquennal d'évaluation. En général, ils sont très positifs sur ce point-là. Les exercices de planification sont menés efficacement. Et en plus de ça, non seulement pour le plan quinquennal, mais aussi quand on planifie des projets d'évaluation, les pratiques qui sont en place pour planifier les projets sont considérées comme étant utiles et efficaces. On discute un peu d'utilisation des consultants externes et ce qu'on cherche ici dans la majorité des rapports, c'est à déterminer s'il y a un équilibre approprié entre les ressources internes et externes. Donc, c'est pas de dire qu'il faut faire toutes les évaluations à l'interne ou seulement embaucher des consultants externes pour les réaliser, mais bien qu'il y ait un bon équilibre où les compétences, les capacités qui existent déjà à l'interne sont augmentées par le recours à des experts externes aux besoins. Donc, dans la majorité des cas, les rapports sont assez positifs là, au niveau de cet équilibre-là qui semble avoir été atteint en général. Au niveau des liens organisationnels et des soutiens externes, très peu de rapports mentionnent cet aspect. Autre que le lien entre l'évaluation et la vérification, surtout évidemment dans les fonctions qui sont conjointes. Mais en général, à part ça, il y a vraiment peu d'informations qui est disponible au sujet des liens qui pourraient exister entre les fonctions d'évaluation et d'autres fonctions corporatives ou encore des liens externes qui pourraient aussi soutenir la fonction d'évaluation. La question d'utilisation revient souvent, évidemment, dans les rapports. On peut s'y attendre. Presque tous les rapports indiquent que les évaluations sont utilisées par les gestionnaires des programmes et par les cadres supérieurs pour prendre des décisions sur la conception des programmes et l'affectation des ressources. On trouve en général aussi qu'il existe des structures de rapport et de communication qui sont efficaces et qui garantissent que les évaluations ou les rapports d'évaluation parviennent à ceux et celles qui peuvent les utiliser. Cependant, certains rapports indiquent aussi que les évaluations ne traitent pas vraiment de questions qui sont d'intérêt pour les cadres supérieurs et qui ne contribuent pas à la prise de décision au-delà du programme direct qui a été évalué. Et là, ici, c'est une question importante et c'est une question qui prend de plus en plus d'ampleur dans les discussions sur l'évaluation, surtout au sein de la communauté d'évaluateurs fédéraux, où on reconnaît l'importance de réaliser des évaluations qui sont peut-être un peu plus stratégiques et qui vont vraiment permettre une prise de décision à un niveau plus élevé de l'organisme et non seulement des évaluations individuelles des programmes. Donc, ça fait partie de la discussion qui évolue et on voit cette évolution-là dans la réflexion dans les rapports qu'on a analysés. Une autre chose qu'on constate aussi dans les rapports qui est importante à noter, c'est qu'on semble confondre la capacité à utiliser, c'est-à-dire l'existence d'une culture évaluative dans l'organisation, et l'utilisation réelle des évaluations. On fournit très peu d'exemples concrets d'utilisation dans les rapports d'évaluation neutre.
et on va plutôt résumer les résultats d'entretien avec la haute gestion, où on va nous dire, ah oui, oui, on sait c'est quoi l'évaluation, on comprend bien l'évaluation et on s'en sert. Mais ce sont vraiment des déclarations très générales où on n'a pas de preuves concrètes que ça a vraiment que ça a lieu. Et on ne comprend pas on n'explique pas nécessairement non plus dans les rapports comment les évaluations sont utilisées de façon très, très spécifique et concrète. Donc, c'est quelque chose, là, on va revenir là-dessus dans quelques instants, mais c'est quelque chose à garder en tête pour l'avenir. Alors, quand on parle d'utilisation réelle de l'évaluation, les rapports qui en font réellement état, on parle de deux choses. On parle d'une part de l'utilisation instrumentale, et ici, en général, ça va bien. On déclare dans les rapports d'évaluation neutre que les conclusions et les recommandations de l'évaluation entraînent des changements positifs dans les programmes ou initiatives et confirment les connaissances qui existent déjà au sujet de ces programmes-là. Donc ça, c'est vraiment un premier niveau d'utilisation auquel on s'attendrait. Et ça, les évaluations neutres semblent confirmer. Au niveau de l'utilisation stratégique, ici, on parle d'une contribution à un niveau plus élevé de l'organisme, comme je l'ai décrite tantôt. Donc, qui contribuerait à une prise de décision plus large au sein de l'organisation. Ici, les évaluations neutres décrivent des contributions qui sont plutôt minimes, plutôt limitées à ce niveau-là. On indique notamment que les évaluations ne sont généralement pas axées sur les questions stratégiques et les défis auxquels sont confrontés les programmes en général et les organisations. Donc, il y aurait peut-être du travail à faire de ce côté-là si on veut renforcer la fonction d'évaluation et vraiment démontrer sa valeur ajoutée. Dans notre analyse, on voulait aussi regarder le progrès dans le temps, l'évolution des fonctions d'évaluation qui ont été évaluées plus qu'une fois. Donc, dans 13 cas, on a reçu plus d'un rapport d'une organisation. Seuls 5 rapports parmi tous ces rapports-là mentionnent qu'il s'agit de la deuxième évaluation neutre et dans la majorité des cas, dans la deuxième évaluation neutre, on n'est pas retourné à la première pour voir s'il y avait eu des recommandations et si ces recommandations-là avaient été mises en œuvre. Donc, il n'y a pas vraiment ce suivi-là auquel on se serait peut-être attendu entre les deux évaluations neutres. Mais évidemment, ici, on parle d'un très petit nombre de cas et on s'attendrait dans l'avenir à ce qu'on commence là, à faire les troisième, quatrième même évaluations neutres et que là, on puisse voir une évolution un peu plus claire d'un rapport d'évaluation neutre à l'autre. Presque tous les rapports d'évaluation neutre identifient des recommandations qui visent l'amélioration de la fonction d'évaluation. On va regarder ces recommandations-là qui sont réparties sur 2 diapos. En premier lieu, on parle au cours de la planification du plan d'évaluation quinquennale et de la planification des projets d'évaluation, de l'importance d'impliquer les principales parties prenantes. Donc, c'est-à-dire les consulter dès le début afin de fournir des évaluations qui répondent réellement à leurs questions et qui correspondent à leurs intérêts. On parle aussi un peu du cadrage des évaluations, c'est-à-dire de gérer la portée de l'évaluation en fonction du risque associé au programme. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de réaliser des évaluations qui sont stratégiques et qui vont vraiment permettre d'améliorer un programme ou l'organisation en général. Et pour ce faire, on parle aussi d'exploiter les données qui existent déjà au sein de l'organisme plutôt que de recommencer une nouvelle collecte de données à chaque fois quand c'est peut-être pas toujours nécessaire. Donc, c'est cette idée-là là, vraiment de calibrage des évaluations qui est importante. Au niveau des méthodes, on recommande de décrire plus clairement les méthodes pour établir des liens plus clairs entre les résultats et les recommandations. Et on recommande aussi d'utiliser des approches méthodologiques qui sont plus complexes ou qui sont plus nouvelles. C'est-à-dire que la plupart des rapports d'évaluation ont tendance à porter sur des entretiens, une analyse documentaire, des sondages, et c'est à peu près, ça fait à peu près le tour de la majorité des évaluations fédérales. Et dans les évaluations neutres, on dit oui, vous pouvez certainement conserver ces approches-là qui fonctionnent bien, mais quand c'est possible, essayez d'aller un peu plus loin que ça pour fournir des données, des informations qui sont encore plus pertinentes et plus claires aux décideurs.
Et aussi, on veut intégrer les principes de gestion de projet, de mesure du rendement, beaucoup aussi, à l'évaluation de programme. Au niveau de la gestion de projet, ça va relativement bien, je dirais, parce que la plupart des ministères et agences ont mis en place des procédures, des démarches à suivre pour réaliser des évaluations, mais c'est vraiment au niveau de la mesure du rendement où c'est particulièrement problématique. Comme je disais tantôt, on a encore de la difficulté à intégrer des données de qualité au sein des évaluations et il faut continuer à travailler là-dessus. Parmi les recommandations qui ont été fournies dans les rapports d'évaluation neutre, on parle aussi du développement professionnel des évaluateurs, de la dotation qui doit être adéquate pour permettre aux évaluateurs de continuer à se développer dans leur travail. On parle aussi d'améliorer le transfert des connaissances en matière d'évaluation grâce à divers mécanismes, hein. On connaît tous le rapport d'évaluation qui est produit, peu importe l'évaluation qu'on réalise, mais il y a aussi évidemment bien d'autres façons de diffuser les connaissances. Il y a d'autres façons d'organiser les rapports aussi. Et ça, on a vu une certaine évolution au niveau des rapports d'évaluation neutre par rapport à ces recommandations-là. En général, les fonctions d'évaluation essaient, expérimentent avec différentes façons de transférer les connaissances, donc ça avance, ça devrait continuer. Au niveau du suivi de la fonction d'évaluation, on recommande aussi de développer des mesures et des outils comme des enquêtes auprès des clients, donc des gestionnaires de programmes, pour évaluer leur satisfaction suite à une évaluation et pour continuer le suivi au sujet de la mise en œuvre des recommandations. Donc, l'idée ici aussi serait dans l'avenir de recueillir des preuves concrètes de l'utilisation de l'évaluation. Comme ça, quand on arrive à l'évaluation neutre, on a peut-être déjà tout un dossier de preuves qui existent déjà et qui peut appuyer les évaluateurs neutres. Finalement, on a déjà parlé un peu du recours à des consultants et en général, ça va bien. On recommande dans certains cas de continuer à augmenter la capacité interne, là où il y en a peut-être un peu moins, pour réduire la dépendance par rapport aux consultants externes. Et l'idée de tout ça, c'est qu'éventuellement, ça permettrait là, de développer des approches standardisées au sein de chaque organisme qui permettrait d'améliorer la qualité des évaluations. Encore là, il faut toujours réfléchir à l'apport des consultants externes et des lacunes qu'ils peuvent combler au sein des organisations et de s'en servir correctement. Alors, après tout cet exposé-là au sujet des évaluations neutres, qu'est-ce qu'on en retient? On retient que finalement, les évaluations neutres suivent les directives du Conseil du Trésor et on voit deux types d'approches. Une approche qui est peut-être plus basée sur la vérification et une approche qui est plus basée sur l'évaluation. On constate aussi qu'il y a une forte dépendance par rapport aux entretiens avec les parties prenantes internes dans les évaluations neutres. Et ça veut dire que c'est l'organisme qui parle à l'organisme. Donc, on se dit, on se répète les mêmes choses sans nécessairement avoir accès à des sources de données qui sont différentes ou qui peut-être contrediraient ce qu'on pense au sein de l'organisation. Donc, c'est important d'aller chercher d'autres sources de données. Comme je le disais tantôt, il existe une certaine confusion entre la capacité d'évaluation et l'utilisation réelle et il est important de continuer à recueillir des preuves tangibles et concrètes d'utilisation plutôt que des anecdotes ou des croyances qu'on reflète dans des entretiens. On voit qu'il y a une évolution au niveau de ce que l'évaluation peut faire dans un organisme, ce à quoi elle peut contribuer. Et on voit que les évaluations s'éloignent, ou les organismes plutôt s'éloignent des évaluations qui sont basées uniquement sur un programme et qui sont axées vraiment sur une plus grande couverture d'un grand nombre de programmes. Et on voit plutôt maintenant des évaluations plus stratégiques qui soutiennent la prise de décision. Donc, c'est une bonne nouvelle et c'est une évolution là, dans le bon sens. Et on voit aussi que les rapports d'évaluation se sont également améliorés au fil du temps pour mieux répondre aux besoins d'information. On voit déjà plus de variété et de créativité au niveau des rapports d'évaluation qui font en sorte qu'ils sont beaucoup plus courts et puis qui cherchent réellement là, à soutenir la prise de décision.
Alors, pour répondre à notre question de départ, qu'avons-nous appris au sujet des évaluations neutres et de la fonction d'évaluation au gouvernement fédéral? On voit, comme je disais, une évolution, pardon, importante au niveau de la fonction d'évaluation qui est principalement attribuable à la politique sur les résultats qui donne une plus grande flexibilité par rapport à ce qui doit être évalué et comment ça doit être évalué. On voit qu'on a une meilleure compréhension du rôle que l'évaluation peut jouer dans les organisations gouvernementales de la valeur qu'elle peut ajouter, même si il reste encore certaines questions par rapport à ça et sur la meilleure façon de soutenir la prise de décision. Donc, tout ce qui touche à l'évaluation plus stratégique, c'est quelque chose qui commence. On n'a pas énormément de données là-dessus encore, mais éventuellement, c'est quelque chose qu'il va falloir étudier de façon plus précise. En termes de réaliser des évaluations neutres, est-ce qu'on devrait continuer à le faire? Oui. Selon nos résultats, les évaluations neutres permettent vraiment à la fonction d'évaluation de vivre une expérience d'évaluation qui n'est pas une mauvaise chose et de réfléchir sur ses propres améliorations. Cependant, on suggère que les évaluations neutres devraient s'éloigner d'une approche qui est plus axée sur la conformité des opérations parce que ces choses-là vont très bien. On le sait que les ministères sont déjà conformes, donc pourquoi réétudier encore cette question-là et plutôt réfléchir vraiment à la valeur ajoutée de l'évaluation et poser des questions là-dessus. Et finalement, les évaluations externes devraient continuer à être effectuées par des parties externes et neutres, mais avec l'objectif d'améliorer les mesures prises pour l'utilisation des évaluations et avec des comparaisons externes appropriées, c'est-à-dire que quand c'est possible, les évaluations neutres devraient aussi essayer de trouver des comparateurs ou des éléments qui sont externes plutôt que de seulement être fondés sur une analyse des documents et sur des entretiens internes. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel. Il me fera plaisir d'y répondre ou de trouver un moment qui nous conviendrait pour en discuter de vive voix. Je remercie aussi évidemment le secrétariat du Conseil du Trésor qui a contribué à cette étude en demandant les rapports d'évaluation au ministère et à tous les ministères et toutes les agences qui nous ont fait confiance en nous fournissant leurs rapports d'évaluation neutre. J'espère que l'étude vous a été utile.